un bienvenu dans cette rencontre sortie de scène. C'est pas mal, hein, c'est rigolo. En tout Ouais, cas, c'est original. On a un peu baissé la clim si... Non, c'est bien là, c'est bien Ok, la clim, super. comme ça. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle... Qui es-tu? C'est une grande question, ça. Qui suis-je? Je m'appelle, mon prénom c'est Pierre, mon nom c'est Leuric, et mon statut est auteur, comédien, metteur en scène et surtout créateur de la compagnie Les Épinoirs qui fait Avignon depuis 1990. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc, Voilà. Donc il y a quand même du câble, comme on dit. ouais, il y a un peu d'expérience. Un petit peu. Super. Voilà. Et, Beaucoup même. et donc là, c'est quel spectacle? Et donc là, ça s'appelle 2789. C'est le dernier spectacle de la compagnie, donc Les Épinoirs, qui joue à Luciole à 21h45 D'accord. tous les soirs, sauf aujourd'hui et le 16. Et ça raconte quoi? C'est la future révolution? C'est la future révolution, effectivement. On interroge en tout cas les révolutions historiques, évidemment celles qui ont eu lieu pour arriver à une liberté et le problème qu'elles ont toutes. Et puis la révolution de l'auteur qui lui-même fait sa propre révolution pendant qu'il écrit cette pièce. Donc on assiste à un parallèle entre deux révolutions, une intérieure de l'auteur et une extérieure, enfin en tout cas historique. Et et aussi une dystopique, quoi, c'est-à-dire le futur, une sorte de révolution dans le futur qui amènera une autre civilisation, voilà. Une autre civilisation. Qu'est-ce que c'est qu'une civilisation? Qu'est-ce que c'est qu'une civilisation? C'est la nôtre, vous voyez, c'est une civilisation, c'est des êtres humains qui sont là, Mais qu'est-ce qui fait qu'on est une civilisation et qu'on n'est pas simplement autre chose? Parce qu'on est des êtres humains, on appelle ça une civilisation, après on pourrait appeler ça, c'est toujours pareil, c'est des concepts mentaux, c'est juste du mental, une civilisation, mais en tout cas, c'est cette civilisation-là, c'est-à-dire l'être humain depuis, depuis l'homme de Néandertal, depuis le début. Voilà. Qui est civilisé. Oui, civilisé, en tout cas, c'est pas forcément le même mot. Civilisé, oui, civilisé, ça peut peut-être dire. C'est intéressant d'ailleurs comme question. Est-ce qu'on est civilisé quand on est dans une civilisation? Bon, je sais pas si. En tout cas, ça vient effectivement du même. J'ai l'impression que si on arrête de l'être, la civilisation se détériore. Je ne sais pas, parce que est-ce qu'elle se détériore pas là? Et du coup, voilà, ça se détériore et du coup, il y a pourtant une civilisation devrait plutôt normalement gagner en civilité, je dirais, logiquement. Et puis là, c'est vrai que c'est assez compliqué, je trouve. C'est compliqué, donc c'est ça qu'on pose comme question en chanson, en énergie. C'est drôle aussi. Il n'y a pas que de la philosophie, mais c'est vrai que comme j'ai eu une sorte de petite passage à vide, de quête de sens, depuis savoir pourquoi je faisais ce métier, pourquoi je faisais du théâtre. Du coup, ça m'a fait poser toutes ces questions et j'ai réussi à le transcender en le mettant sur scène. Voilà. D'accord. Et donc, ça fait depuis 90 que vous êtes à Avignon. Voilà. Et toi, tu es acteur, metteur en scène. Acteur, metteur en scène. Oui, je fais un autre projet là qui s'appelle Les Cœurs Purs. Donc, c'est un groupe de musique. On joue à l'Arrache-Cœur tous les mercredis. Ah oui, donc c'est aussi c'est du concert. C'est vraiment un concert. C'est les chansons. Moi, j'adore écrire des chansons. Donc, c'est les chansons que j'ai écrites et puis qu'on joue avec une fille. Et puis Sacco e Vanzetti, que j'ai mis en scène aussi, au Théâtre des Barriques, à 14h10, et le Crédit aussi, que j'ai mis en scène, qui joue au Théâtre des Corsins. Voilà, donc ça m'a fait une année assez chargée. Ah ouais, trois spectacles en même temps. Même quatre spectacles. Ouais. C'est pas mal. Pas de tourpeau. Ouais, c'est pas de tourpeau, mais bon, c'est la vie qui m'a repris. C'est vrai que l'année dernière, j'étais en train de me dire, bon, allez, qu'est-ce que je fais? J'arrête tout et puis ça reprend. Voilà, c'est le miracle du théâtre, je trouve. Le miracle d'être amoureux des textes, quoi. D'être amoureux de la création. Ouais. Et tu as travaillé aussi des textes classiques. Oui, en tout cas dans les spectacles, je travaille beaucoup des textes classiques. Enfin, je travaille jamais de textes. Enfin, si je fais La Mouette là, par exemple, normalement l'année prochaine, je devrais travailler sur La Mouette. J'ai repris La Mouette aussi pour en faire un spectacle pour 2 personnes. Je m'inspire quand même des grands classiques. J'avais fait Britannicus, mais en farce il y a 2 ans. J'avais fait Andromaque en farce aussi.
J'étais parti sur l'Odyssée, donc je prends vraiment les grands mythes. Et en gardant le texte de Racine, moi. Oh non, je change tout. Je réécris tout, je fais quand même des vers, etc. Mais je garde la trame et l'enjeu, parce que j'adore ça. C'est pas de la parodie, comme on dirait, parodique. C'est vraiment, je garde la trame, je suis amoureux de ces textes-là, mais je le rends, je dirais, je le décomplexifie, j'aimerais pouvoir enlever le complexe de la culture, entre guillemets, faire un théâtre populaire, ce qui est pléonasme, normalement, mais qui, comme la démocratie populaire, mais à chaque fois, il faut le répéter, normalement, c'est populaire. Et démocratie, en plus. Voilà, ça veut dire, mais ça par veut dire contre, pouvoir au peuple. Voilà, c'est ça. Oui, mais quand on voit certains journalistes ou certains, c'est difficile de se dire ah bah oui, mais ils font quand même beaucoup de mépris de classe et du coup, il n'y a pas vraiment une démocratie populaire, je trouve. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas du tout de démocratie. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Il y a des clans, des élites. Tous les 5 ans, on arrête d'être une démocratie. C'est-à-dire que tous les 5 ans, on nous dit ok, cette personne va vous représenter. Oui, c'est ça. C'est un peu ce que dit Sacco et Vanzetti. Et en fait, tous les 5 ans, on n'a plus ce pouvoir. Voilà, c'est ça. Ben oui, donc, est-ce qu'on en a un Non, c'est-à-dire que je prône quand même une sorte d'utopie anarchiste, en fait, un peu en gros, hein, c'est-à-dire quelque chose qui ferait que chaque personne pourrait elle-même faire sa révolution, prendre conscience des choses, et j'y crois. Et que du coup, il y ait cette révolution, mais qui passerait par un individu qui pourrait se grandir de lui-même. Et malheureusement, la révolution se fait jamais dans la non-violence. La Révolution française, en fait, la vraie, en 1789, le 14 juillet, il n'y a presque pas eu de sang. Ça a été que des mots. Ça a été que des mots, c'est pour ça qu'on est très littéraire en France. C'est pratiquement les mots. Couper la tête de pas mal de. Non, après, mais je dis quand la Révolution a eu lieu, il y a eu, je crois, le gardien de la Bastille qui est mort, mais il y a eu très peu de sang. D'accord, c'est après que c'est venu. C'est après, après on a coupé les têtes. Après il y a eu la terreur et tout ça. On en parle beaucoup parce que dans le spectacle, parce que je suis resté. C'est ça, c'est le zèle. Une fois qu'on a retourné le truc, et après c'est on veut recréer d'autres concepts. Les concepts qu'on a voulu enlever, on recrée d'autres concepts. Donc forcément, on retombe dans le même rouleau, comme je dis, dans le même broyeur, puisque du coup, on recrée des concepts qui nous emprisonnent de nouveau et qui vont être détrônés par d'autres gens qui vont dire, non, c'est pas ces concepts-là. Donc on arrive à une terreur, on peut arriver à la terreur, du coup, pour garder l'esprit de la révolution, ce qui arrive, et pourtant pour un bonheur commun. Donc c'est très contradictoire en fait tout ça. Très contradictoire parce qu'il y a effectivement il n'y a pas de conscience qu'en fait un être ne doit pas avoir de pouvoir. Ne peut pas avoir de pouvoir. Du moment qu'il a du pouvoir, il est corrompu. Il est corruptible en tout cas. Oui, c'est ça. Il n'est pas toujours, et c'est vrai que bon. Il voudrait pas. Robespierre, il est dans cet idéal, mais en même temps, il fait tuer tous ceux qui sont pas d'accord avec lui. Ben oui, c'est un tortionnaire en fait. Oui, c'est un tortionnaire, mais pour un idéal. Donc on peut que, voilà, sauf qu'il n'a pas cette notion de la vie. Il reste dans ses idées, dans ses concepts, alors que Danton, lui, est plus dans la vie, à vouloir avoir des enfants, se marier, etc., vivre quoi. Et Robespierre reste lui dans sa tête parce que il passe d'une réunion à une autre quoi. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai. Moi, je suis né dans les Noces de Figaro. Mon père a repris les Noces de Figaro de Strehler pendant 30 ans à l'Opéra de Paris. D'accord. Et moi, je suis quand j'avais 3 ans, je dormais sur les fauteuils pendant les répétitions. Ah, d'accord. Et j'ai remonté. Où ça, à l'Odéon, alors? Non, c'était les Noces à l'Opéra. À l'Opéra, d'accord. De Paris. Et donc, j'ai remonté ensuite, moi, les Noces. Ah oui, d'accord. Et c'est donc Napoléon qui disait le mariage de Figaro, c'est la Révolution en marche. C'est ça. Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans cette œuvre, j'en parle parce que voilà, c'est un peu fait en tant que moi, je fais aussi la mise en scène, je suis producteur, et puis je suis réalisateur. C'est pour ça que j'ai lancé ce média. D'accord, très bien. Mais c'est au monsieur de passer peut-être. Non. C'était rouge. Mais il a pas l'air, il a l'air un peu fatigué. En tout cas, ce qui est très agréable dans le mariage de Figaro, c'est que Beaumarchais a choisi un conte progressiste qui abolit le droit de cuissage. Tout à fait.
qui veut faire mieux, qui veut bien faire son job et son statut. Bah, Louis XVI aussi. Louis XVI aussi voulait faire bien. Hein. C'est ça. Il a fait les cahiers de doléances, il voulait bien faire et ça l'a coupé la tête. Ben, c'est-à-dire que c'est arrivé pas du tout au moment où c'était le pire, c'était même le plus faible en fait. Oui. Et ceux d'avant, ça filait doux. Quoi. C'est ça, exactement. mais ce qui est intéressant, c'est que justement, Figaro qui se plaint de fait bon là dans les noces c'est un peu moins rendu ça, mais bon en gros il fait tout, il est le salarié quoi, il envoie d'un endroit à l'autre, il n'a pas de pouvoir, mais il n'a pas non plus le poids du pouvoir. Oui, bien sûr, c'est sûr. Et c'est vrai que on le ressent aussi dans la pièce quand en fait le comte et la comtesse ils font pas ce qu'ils veulent. Bah non, au contraire, on en parle beaucoup. Nous, on parle de Deschanel, donc je sais pas si tu vois cette idée de Deschanel, ce gars, ce président de la 4e République en 1924, qui tombe d'un train parce qu'il devient fou, parce qu'il voulait être président de la République. Il s'était construit comme ça, et du coup, il a plus aucun pouvoir quand il arrive, parce que comme il y avait eu Napoléon III, et du coup, il voulait plus qu'il y ait de pouvoir, donc il a plus rien. Et il se retrouve dans ce non-pouvoir. Et moi, je le fais finalement être le plus lui-même et être heureux à ce moment-là parce qu'il n'a plus d'étiquette, parce qu'il n'a plus de poids social et parce qu'il a lâché prise, quoi. Donc c'est un peu ça que je veux dire, c'est-à-dire que on est toujours pris dans des catégories, dans des concepts mentaux qui fait tout ce poids-là, qui nous enferme, qui nous emprisonne. Mais comment arriver effectivement à le dépasser? Ouais, et je pense que les gens, c'est ça qu'ils me disent à la sortie du spectacle, ils me disent « Ah ben tu ne fais pas que le dire ». C'est-à-dire qu'on le voit devant nous, on est vraiment dans une énergie, dans une liberté, dans quelque chose, dans un spectacle total qui fait que les gens voilà, c'est les plus beaux compliments que j'ai. C'est-à-dire, on a dit, il y a tellement de spectacles qui en parlent, comme effectivement les noces de mariage, tous ces spectacles de Brecht aussi. Mais là, véritablement, les gens, alors c'est un peu dans une folie, hein, faut suivre, parce qu'il y a vraiment une liberté des acteurs que je voulais, mais une vraie liberté et une absence de dramaturgie, une absence de concept pour arriver à une révolution qui n'en soit pas une finalement. Enfin voilà. Et révolution, c'est intéressant d'ailleurs ce terme. Révolution, ça veut dire qu'on retourne en fait. C'est ça, c'est le tour. Je crois que c'est révolution, ça tourne une année, hein, c'est ça. Oui, la révolution. On est tout en rond d'ailleurs. Tout ce spectacle se fait pratiquement en rond, quoi. Ça tourne, on tourne. Et comment s'enlever de cette force-là qui nous ramène toujours, encore une fois, à notre mental. Ah oui. Comment l'enlever et effectivement aller en dessous, comme je le dis dans la pièce, hein, comme un rouleau qui nous prend. Mais souvent, que je faisais beaucoup de canoë-kayak, on était pris dans les rouleaux. On nous disait, si vous êtes pris dans un rouleau, laissez-vous aller en dessous. Parce que si vous cherchez, ça va vous faire tourner indéfiniment jusqu'à mourir. Donc laissez aller en dessous, mais le premier réflexe est d'aller chercher l'air en haut, alors qu'il faut aller le chercher en bas. Et je trouve que cette métaphore était pas mal. Ah, c'est intéressant. C'est-à-dire de revenir aux fondamentaux. De fondamentaux, de profondeur, d'aller dans la profondeur des choses. Peut-être pas aller, moi je le vois aussi comme arrêter peut-être un peu avec l'idéologie et retourner dans le réel. C'est ça, aussi, c'est ça. On a besoin de manger, tout à fait. on a besoin de sécurité, enfin c'est la pyramide de Maslow. Oui. Non mais le réel aussi, comment dire, comme là on est déjà dans nos idées quand on se parle. C'est difficile là, c'est difficile de voir la voiture en même temps que tu parles, d'être dans le présent. En fait, c'est ça le réel, dans le sens où effectivement chaque seconde est à vivre, et je pense que c'est peut-être ça la révolution, juste d'être là. Et de pas se laisser embarquer. Voilà, de pas se laisser happer, Mais bon, avec les portables, les trucs, machin, c'est de plus en plus difficile, c'est de plus en plus compliqué. D'être dans le moment présent, c'est vrai. En fait, les gens ont compris, le pouvoir en tout cas a compris de nous annihiler par notre mental, par notre image, par les images, l'imagination qui a rien à voir avec ce qui est, parce que si on regarde cette dame, voilà, c'est juste une forme et une couleur qui marche, mais si après on se dit j'aime pas le bleu, j'aime pas ci, du coup on repart directement dans le mental.
Et aussi, l'idéologie peut justement, dans le mental, nous enfermer dans des pensées, des concepts fermés et se détacher du réel. Tout simplement. Exactement. Ah ben on est dans l'illusion. La pensée est illusion. Donc on est dans une illusion, mais on s'en rend pas compte. Et en même temps, par notre pensée, j'en parlais juste avant avec Koch, quand on pense, on fait des opérations chirurgicales de nos neurones, on crée les chemins neuronaux qui n'existaient pas. Donc en fait, on est en train de s'opérer nous-mêmes et de créer en nous des réflexes cognitifs qui vont nous permettre d'être plus attentifs à ça. C'est-à-dire qu'un comédien, il fait plus attention au son parce qu'il a entraîné son cerveau à tenir son corps dans l'espace. Voilà, c'est ça. Toutes ces choses-là, j'ai l'impression, je ne sais pas si je suis dans le bon sens, mais c'est pas grave, on essaie. Et on dit qu'on est dans le réel. Oui, c'est ça, on est dans le réel. Mais peut-être être dans le réel, c'est d'être dans le mauvais sens. C'est ça. C'est bienheureux les fêlés qui laissent entrer la lumière. C'est ça, oui, c'est ça. Il y a un petit peu de ça. Comment il s'appelle ? C'est Audiard, non ? Non, je crois. Il n'avait pas dit ça, mais après il y en avait un autre. Peut-être qu'Audiard l'avait repris. Oui, mais Audiard, il le dit dans un film, non ? Oui, c'est possible. Mais je crois que c'est celui qui dit aussi une femme en marchant peut tout montrer sans ne rien laisser voir. Ah oui. J'en ai pas mal de citations de lui, mais je ne sais plus qui c'est. Non, mais je connais que lui en plus, mais je l'ai plus. Bon, Alphonse Allais, non ? Non, ça peut ressembler. Mais c'est pas lui non plus. C'est Ed. Ben, je l'ai pas. Tant pis, c'est pas grave. Je cite sans savoir citer. Les sources. Mais c'est quelqu'un en tout cas. La source, voilà. Retourner à la source, c'est ça. Il a existé. En tout cas, il est plus gros que moi, donc je pense qu'il va passer. Dans le réel, là, il gagne. Donc, c'est ça. Il y a un rapport de force. C'est ça aussi. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que, et moi j'ai fait beaucoup cette erreur, je dois certainement la faire encore, on n'a pas toujours conscience des rapports de force quand on est trop dans l'idéologie. Peut-être. Et donc, à un moment donné, il y a ce qu'on pense qui est bien, etc. Oui. Puis après, il y a, ils sont... Oui, c'est ça. Il faut regarder ce qui est. C'est physique, quoi. Et par rapport à ce qui est, essayer de l'accepter ou pas de l'accepter, mais en tout cas d'être conscient, quoi. Voilà, c'est une conscience, en fait. Et c'est vrai que c'est pareil. Moi, je dis, maintenant, j'ai 62 balais. C'est vrai que on a une autre conscience que quand j'avais 35 ans ou 40 ans, c'est sûr. Ouais, parce qu'on a vécu des moments. On comprend que l'ego est pas très intéressant. On comprend plein de choses comme ça, que c'est pas très intéressant d'avoir un caractère, d'être différent, ou je sais pas, ou de tenir à des idées, des choses comme ça. On se rend compte que, en tout cas moi, que c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est effectivement ce qu'on disait, qu'on peut arriver par la pensée, mais c'est la transcendance. Oui, c'est d'aller au-delà du soi, de l'ego, par la poésie, par l'art. Et parfois, la pensée, la sagesse empêche ça. Là, on va aussi dans quelque chose de plus spirituel, mais c'est vrai que. Je connais plus très bien, mais dans les Écritures, hein, on dit c'est l'amour, c'est la foi, et parfois les sages vont se tromper de chemin. Bien sûr, ils vont se tromper de chemin. Alors que vraiment, c'est des sages. Hein, et celui qui ne l'est pas, lui, il a un chemin d'humanité. C'est sûr, ça peut être comme ça, parce que effectivement, il va suivre encore des choses ou qui viennent de son ego, ou qui viennent d'une culture qu'il a déjà eue. Donc, il peut pas créer par lui-même. C'est ça la sagesse, en fait, je crois, non ? C'est pouvoir créer chaque instant, d'être actif à chaque instant, sans être réactif, il me semble. Mais après, c'est des mots, quoi. Après, c'est là où on essaye sur scène, là, de le mettre vraiment en pratique. Et c'est pas toujours facile, parce que je vois les spectateurs qui sont des fois perdus, mais j'ai pris ce risque-là du non, comme je dis, du non productif, du non capitaliste, du non résultat. Ouais. Ah oui. Donc c'est une œuvre engagée politiquement, en fait. Forcément. Spirituellement, je dirais, mais oui, politiquement aussi, parce qu'il y a vraiment cette idée de on est tous enfermés. Oui. Donc il faut se réveiller là. Oui. Les gens mais réveillez-vous, en fait, en gros. Oui. Et donc ça passe par nous. Il faut que nous, on soit dans une générosité totale, dans un réveil total, parce que ça sert à rien de dire réveillez-vous et d'être endormi soi-même. Enfin, je vois pas l'intérêt. Et on dit, on ne fait pas la révolution le ventre plein.
Voilà, un ventre vide, parce que je trouve que faut que les cloches résonnent, quoi. Ouais. Il faut, s'il y a pas de vide, elles peuvent pas résonner. Il faut que nos mots résonnent loin pour faire la révolution, comme il y avait justement en 1789, où tout d'un coup, c'est les ventres vides qui ont fait la révolution. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Parce que ça résonne plus dans le vide. Bien sûr. Et dans le réel. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, on a le ventre plein de choses très mauvaises. Le ventre, je dirais mou. C'est-à-dire, on est dans un ventre mou. C'est ça qui est... C'est-à-dire, bon, il y a des gens qui ont faim, mais pas trop en Occident. Par contre, on mange vraiment des choses qui détruisent notre corps. C'est ça, c'est là où je disais mou. Ah oui, c'est ça. Et donc, c'est insidieux. C'est insidieux. Parce qu'on n'est pas au fond de la piscine où on donne un coup de pied et on se dit, bon, allez, faut qu'on se réveille collectivement ou personnellement. Mais non, on est dans un ventre mou. Et ça, je pense que le pouvoir le comprend et laisse ça pour pouvoir, effectivement, encore plus dominer. Du pain et des jeux, même du mauvais pain. Et des mauvais jeux. Bah oui, des jeux à gratter. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais en tout cas, alors moi, j'ai quand même bon espoir pour le spectacle vivant. J'en parlais juste avant. Oui, tout à fait. L'IA, les gens en ont peur, mais il faut évidemment faire attention à l'utilisation qu'on va en faire. Mais ça reste un outil de programmation, en fait. C'est ni plus ni moins qu'un langage de programmation, d'automatisation des machines. Sauf qu'au lieu de les programmer en C++, on les programme en français ou en anglais. Mais l'IA n'a pas accès à tous les capteurs, les sensations que nous avons, nous. Et donc, je ne vois pas comment ça pourra jamais nous remplacer et ça va peut-être même relancer la partie vivante de l'humain. C'est ce que j'espère. Peut-être. Je pense, par exemple, souvent, au spectacle vivant. Souvent, quand il y a quelque chose comme ça, et c'est ça que moi j'espère, quoi, quand on aura trop quand on sera saturé de tout ça, d'images fabriquées, et de tout ça, on va se dire, alors vivement du concret, vivement de la réalité, vivement d'aller manger un saucisson ou je sais pas, en tout cas vivement des choses simples. On va de nouveau apprécier voir un comédien chercher son texte. Oui, ou voir une libellule, enfin en tout cas prendre son temps pour regarder les choses et se dire voilà, ça existe quand même et c'est ça la source. Être dans la source, parce que là on n'est plus du tout dans la source, quoi. Ah, c'est ça, c'est l'histoire de, je crois que c'était un aviateur, peut-être Syntex, mais qui tombe avec son avion dans le désert et puis qui se met à essayer de réparer son moteur et tout. Et il y a un Touareg qui vient par là, donc il dit, est-ce que vous avez des pièces et tout? Il dit non, mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis tombé, j'ai eu un accident, mais comment? Je suis arrivé là-dedans, mais vous étiez où? Dans le ciel. Ah bon? C'est incroyable ça. Mais pourquoi vous faites ça? Et il dit, oui, ça me permet de me déplacer très vite. Parce que vous mettez combien de temps? Je dis, moi je mets 2 mois à traverser le désert. Et vous? Moi je mets 4 heures. 4 heures? Mais qu'est-ce que vous faites tout le reste du temps? C'est exactement ça. On vit plus en fait. Non, on vit plus. Non, moi j'ai pris une maison maintenant à 100 km de Paris. Où ça? Dans Beaumont du Gâtinais, vraiment un petit hameau. Et c'est vrai que je suis très très heureux. J'ai vraiment bien fait. C'est vraiment un des meilleurs choix que j'ai fait de ma vie. Après, c'est de la solitude, mais je pense que c'est par la solitude aussi qu'on arrive à se grandir. Puis on voit aussi moi je suis aussi dans le sud-est parisien, et je viens à Paris très souvent, et les rapports avec les autres êtres humains en fait. Quand on est dans un petit village, on a 10 voisins, on les connaît, les 10. Moi je suis encore plus, là je suis vraiment plus ermite. Okay. Je les connais un petit peu, mais c'est vrai que j'ai pas envie d'aller jouer à la coinche ou voilà, donc finalement je suis un peu ours, quoi. Je suis vraiment même beaucoup ours. Mais c'est vrai qu'à Paris, les gens le palier d'en face, parfois on connaît pas. Ah oui, c'est vrai. On est tous seuls ensemble en fait. Tandis qu'à la campagne, on est tous ensemble, seuls. À la campagne, ils sont seuls ensemble. Oui, il y a beaucoup de solitude quand même, je vois moi, dans mon hameau. Vraiment là, c'est un peu des fois. Les gens sont beaucoup seuls. À Beaumont du Gâtinais, c'est vraiment, je sais pas, il doit y avoir le hameau, c'est le hameau de Villeneuve, il y a encore la personne qui arrive avec son klaxon et puis qui fait l'épicerie. Il y a vraiment, super. Donc c'est vraiment, vraiment perdu. Et c'est parce que c'est des anciens Parisiens qui savent plus comment être en contact avec les autres. Je sais pas. Peut-être. J'étais pendant la première. Non, mais c'est sympa quand on se voit. C'est vraiment sympa. Il y a la fête des voisins et tout ça, mais on n'a pas des relations
Mais c'est des agriculteurs, hein, le plus. Ouais. Ouais. Ils font la betterave sucrière. Ah oui, c'est ça. Tiens, je disais, on parlait de Beethoven. Oui. Et Beethoven, ça veut dire, tu sais ce que ça veut dire? Non. Louis van Beethoven du champ de betterave. D'accord. C'est marrant. Ah bah alors c'est ça. Je vais devenir sourd du coup et je vais faire que de la musique. Voilà, c'est peut-être pas mal. Ah bah ouais. Comme. Et donc là, pour reparler du spectacle, oui. Ça se passe durant il y en a 4, mais... Oui, mais on parle de Danton, on parle de 1940, de 1914, de Deschanel, on parle de la colonisation, enfin on parle de beaucoup d'événements historiques. Oui. On prend des scènes, mais qui sont mis en parallèle avec la compagnie. Oui. Qui essaye de créer ce spectacle. Donc on voit aussi des moments de répétition et en même temps cette dépression dans laquelle vous faites une répétition oui, c'est-à-dire faut dire comme ça le texte, on fait des répétitions de scènes où tout d'un coup ils comprennent plus l'auteur, ils savent plus, et en même temps on laisse quand même le spectateur sur des questionnements plutôt que de donner véritablement des réponses. C'est ça qui fait la liberté, c'est ce qui dit que ce que disent les sages justement, c'est de rester une question sans réponse, quoi. Ouais. C'est ça qui fait l'intelligence, hein. Quand est-ce que le présent s'arrête? Par exemple, comme question, le mental peut pas répondre, et du coup c'est toujours intéressant parce que c'est en mouvement quand c'est que le présent s'arrête. Mon père racontait beaucoup d'histoires de Nasreddin. Oui, Nasreddin. Voilà, c'est ça, oui, exactement. Et il y a des moments où deux personnes qui sont pas d'accord, et ils disent on va chez Nasreddin, il va trancher. Donc ils vont chez Nasreddin, ils disent voilà, moi je pense que les choses sont comme ça et comme ça. C'est ça. Et Nasreddin écoute et puis il dit bah oui, tu as raison. Et l'autre lui dit pas du tout, Nasreddin. Ouais. Les choses sont comme ça et comme ça. Ouais. Nasreddin écoute et il dit ah oui, tu as raison. Et là il y a la femme de Nasreddin qui arrive et qui dit mais Nasreddin, ils peuvent pas avoir tous les deux raison. Ouais. Il écoute et il dit ah oui, tu as raison. C'est un mouvement. C'est extraordinaire. J'adore cette histoire. Oui, c'est ça. Ben, c'est ce qu'on voudrait, voilà. Mais effectivement, c'est. Je vois beaucoup de voitures. Non, mais c'est bon. Oui, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on voudrait retransmettre avec. Donc les gens à la fin ils dansent. À un moment donné. J'essaye de faire venir les gens sur scène, de danser, parce que je pense vraiment comme Nietzsche, tu vois, que la vie est quand même une danse, quoi. C'est quand on arrivera à la danse qu'en fait on sera vraiment dans notre corps, dans notre âme, en fait. Un peu ce que dit Nietzsche, moi j'aime beaucoup tout ce qui pas l'histoire du surhomme, mais un petit peu si quand même, c'est-à-dire ce qu'a fait Mbappé est presque de cet ordre-là, c'est-à-dire de rire et danser, ne pas être en réaction avec la vie, comme dit j'ai raison, non t'as tort, et donc être toujours en réaction, tout à coup non tu rigoles, quoi. Et c'est ce que fait Nasreddin en disant bah oui t'as raison, c'est un peu ça. Et de s'adapter, oui, tout à fait. Non, c'est vrai que c'est des contes qui véhiculent la pensée soufie. Soufi. Voilà, c'est ça. Pas passer là. Peut-être c'est ça, le mental est une route barrée en fait. Voilà, on se reconfronte au réel là d'un coup. C'est ça, l'idéologie. Le réel nous parle, plus que ce qu'on croit. Je vais voir parce que là. Ah là tu peux pas, si là tu peux. Hein. Oui, c'était dans les deux sens, j'étais pas sûr, mais c'est vrai que en fait de comprendre que tout est en mouvement permanent. Voilà. Et ça c'est vrai qu'au théâtre. On le sent. On le sent. Dans l'art vivant, oui, c'est sûr. Voilà, dès qu'un film, ça a déjà été terminé, c'est mort. Oui, c'est mort. C'est vrai. Ben, comme un texte de théâtre. Le texte en lui-même est mort. Oui. Moi, chaque fois que je mets en scène, c'est ça que je dis, il est mort. Donc, on va pas dire le texte puisqu'il est mort. Enfin, on va le dire, mais il faut qu'on trouve quelque chose d'autre, à le transcender, à amener quelque chose d'autre, quoi. Oui. Et c'est vrai que c'est ça qui des fois est un peu compliqué, je trouve, par rapport aux acteurs. Mais je vais pas. Mais il y a de moins en moins d'acteurs qui amènent leur poétique, quoi. Ah ouais. Je trouve. C'est quoi ton conseil aux jeunes qui se lancent dans le métier d'acteur? Eh ben
c'est facile à dire, de pas avoir peur. Bon, ça c'est hyper facile, mais en tout cas, plutôt moi quand laisser sa peur conduire nos décisions. Voilà, ou le fait de réussir, ou le fait oui, d'être meilleur. Je sais pas, il y a quelque chose de l'ordre de la, comment dire, de l'humain, quoi. Voilà, Oui. être vraiment dans son humain. Plus tu vas être dans ton humain, plus tu vas être dans ton acteur, quoi. Et ça, je trouve, c'est vraiment donc travailler l'humain, en fait. Et travailler l'humain, c'est un boulot de tous les jours aussi, comme travailler l'acteur. Mais c'est intéressant de travailler l'humain. Et qu'est-ce que ça veut dire de travailler l'humain? C'est effectivement être dans la conscience de ses sens, la conscience des mots, la conscience en fait. Travailler l'humain, c'est travailler la conscience. Oui. Avoir conscience du texte. Conscience que là, je touche conscience de mes fesses posées là, conscience de celui qui est à côté de moi, voilà. Et du coup, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi, qui ralentit, qui parle pas automatiquement. Oui. On s'enlève de l'automatique pour trouver en soi la source, quoi. Enfin quelque chose qui est véritablement soi. Oui, tout à fait. Ça y est, on est arrivé. Et ben en tout cas, voilà. Rendez-vous au Théâtre des Lucioles à 21h45 pour vous libérer et chanter et danser. Oui. Donc tous les jours, sauf le dimanche, sauf le 9 et le 16. Comme je voyais Jean-Paul Faré, j'ai été un peu effaré, pas effaré. D'accord. Mais en tout cas, voilà. Donc sauf le 9 et le 16 à 21h45. Super. Au Théâtre des Lucioles, 2789. Merci beaucoup, c'était agréable. Merci beaucoup et bonne journée, bon festival.